On a tous déjà vu cette scène, ou peut-être même qu'on l'a vécue, hein. Quelqu'un trébuche sur une chaise immobile et s'excuse auprès de la chaise. Ouais, c'est un grand classique, ça. C'est ça et on en sourit souvent, on se dit que c'est réflexe hyper poli, une petite maladresse mignonne. Mais si ce petit mot machinal, ce fameux pardon jeté dans le vide, ça cachait en fait un mécanisme de survie d'une tristesse absolue. C'est là que l'observation du quotidien bascule vraiment dans la psychologie clinique, en fait. Et c'est exactement notre mission d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur d'un document fascinant sur la psychologie des personnes qui s'excusent tout le temps. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ce comportement au-delà de la simple courtoisie. Tout à fait. Il y a une différence monumentale entre la politesse sociale qui fluidifie nos interactions et l'utilisation du mot pardon comme un bouclier permanent, quoi. Oui, on va explorer ce que ça révèle sur la perception de soi, sur la minimisation extrême des besoins, et surtout sur des dynamiques très spécifiques de l'enfance. Parce que je suis vraiment fascinée par ça, c'est pas juste un tic de langage. Non, pas du tout. Séparer l'acte poli du réflexe de survie, ça permet d'éclairer une souffrance souvent invisible. Quand l'excuse n'est plus une réaction à une erreur objective, mais une posture par défaut face à la vie, on n'est plus dans le respect de l'autre. On est dans quoi, du coup? On est dans l'effacement de soi. La personne ne cherche pas à être aimable, elle cherche à se faire pardonner d'exister dans le même espace que les autres. Waouh, se faire pardonner d'exister. C'est super fort. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant pour moi. Pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut regarder ce que ça donne concrètement. Le texte source parle de minimiser ses besoins et d'une peur panique de déranger. Exactement. Prenons ce concept de dérangement, justement. Oui, parce que le mot déranger a un sens très particulier ici, non? Ouais. Dans une psychologie sécurisée, déranger, c'est, je sais pas moi, appeler quelqu'un à 3 heures du matin sans raison vitale ou monopoliser la parole pendant des heures. Ce qui est effectivement très dérangeant. C'est clair. Mais pour ce profil psychologique spécifique, le simple fait d'avoir une nécessité humaine fondamentale est catalogué par leur propre cerveau comme une nuisance intolérable pour le monde entier. Ah ouais, c'est ce qu'on voit tout le temps au bureau, par exemple. Absolument. L'espace professionnel est un révélateur puissant. Les fameux emails qui commencent systématiquement par «Désolé de te déranger», même quand la personne fait littéralement son travail, ou la personne qui s'excuse de demander où sont les toilettes. C'est tout à fait ça. Le postulat de départ de leur cerveau, c'est, en gros, ma présence est par définition une charge pour autrui. J'aimerais faire une analogie, tu vois. Imaginons une personne qui marcherait constamment sur la pointe des pieds dans sa propre maison. Mhm. Très bonne image. Elle rentre chez elle après une longue journée, elle est toute seule, mais elle fait tout pour faire aucun bruit. Elle retient son souffle en ouvrant un placard, elle pose son verre sur la table au millimètre près pour éviter le moindre clic sonore. C'est une tentative constante d'invisibilité, en fait. Plan de l'existence. Cette image de la pointe des pieds illustre parfaitement la mécanique interne. Il y a l'espace physique, le fait de se recroqueviller sur une chaise par exemple, mais il y a aussi l'espace sonore, l'espace temporel et surtout l'espace émotionnel. L'espace émotionnel, hein. C'est-à-dire? Exprimer une fatigue, demander un verre d'eau, émettre une opinion divergente, tout ça est ressenti comme une intrusion coupable. Mais attends, s'ils ne dérangent objectivement personne, comment leur cerveau justifie cette culpabilité? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe sur le plan neurologique quand ils s'excusent juste pour avoir pris la parole en réunion? En fait, il se passe une évaluation complètement erronée du danger. Le système nerveux de ces individus traite l'expression d'un besoin comme une menace imminente de rejet. Ah, donc le cerveau panique carrément. Ouais, le besoin, qu'il soit physiologique comme la faim ou émotionnel comme le besoin de réconfort, déclenche une véritable alarme interne. Donc au lieu de se dire j'ai soif, je vais demander de l'eau. Voilà, la cascade de pensée automatique, c'est plutôt si je demande de l'eau, je vais créer de l'irritation, cette irritation va mener au rejet, et le rejet est insupportable et dangereux. Ah ouais, d'accord. Donc cette avalanche d'excuses constantes, ça agit comme une sorte de désamorçage préventif. C'est ça, c'est un paiement d'avance. On s'excuse avant même d'avoir agi pour éteindre un incendie qui n'existe au final que dans notre propre système nerveux. On paye une taxe d'existence. C'est une façon de dire je sais que le simple fait de respirer le même air est une infraction, alors je plaide coupable d'avance pour apaiser la situation. Une taxe d'existence. C'est vraiment terrible quand on y pense. Et évidemment, personne ne naît avec ce logiciel d'effacement préinstallé, hein. Non, ça se construit. Ce niveau de minimisation, ça se fabrique. Et le document qu'on analyse aujourd'hui montre que quand on cherche la racine de ce comportement, on atterrit presque systématiquement dans l'enfance. Tout à fait.
une enfance très particulière. Oui, la source part d'un trait lié à une enfance où les émotions étaient ignorées ou activement invalidées. D'accord. Décortiquons cela un instant parce que c'est hyper important pour ceux qui nous écoutent. Il faut comprendre la mécanique de survie d'un enfant sur le plan purement évolutif. Un petit humain, c'est l'une des créatures les plus vulnérables du règne animal. C'est clair, un bébé seul ne survit pas. Exactement. Sa survie physique dépend intégralement de l'attention de ses figures d'attachement. Donc, pour le cerveau d'un jeune enfant, l'isolement social ou le rejet, c'est pas juste triste, ce sont des menaces de mort littérale. Waouh. Donc le système nerveux décode le rejet émotionnel comme une mise en danger biologique. C'est exactement ça. Donc si un enfant exprime de la tristesse ou de la peur et que ses émotions se heurtent à un mur de silence ou à de l'agacement de la part des parents, Son cerveau enregistre ça comme un danger mortel. C'est la clé de voûte du problème. Si l'enfant pleure et que le parent se détourne, l'enfant doit trouver une stratégie d'adaptation pour maintenir ce lien, coûte que coûte. et c'est là qu'interviennent les fameuses réactions au traumatisme, non? Le combat, la fuite, la paralysie, le fight, flight to freeze. Oui, mais là, c'est un peu différent. Justement, c'est la question que je me posais. Si un enfant est ignoré, on pourrait supposer que la réaction de lutte, le fight, le pousserait à crier plus fort, à faire des crises de colère pour forcer l'attention. C'est logique de penser ça, oui. Alors pourquoi la réaction devient-elle, au contraire, de s'excuser, de disparaître? Parce que la lutte et la fuite, ça nécessite du pouvoir et de l'autonomie. Un enfant n'a ni la force de combattre l'adulte, ni la capacité matérielle de fuir pour survivre seul. Ah, c'est vrai. Et la paralysie, le freeze? Le freeze fonctionne à court terme face à un prédateur, c'est une déconnexion. Mais pour maintenir un lien social au quotidien, le cerveau a développé une quatrième réponse, redoutablement efficace. La réponse faune. L'apaisement par la soumission, c'est bien ça. Voilà, ça consiste à anticiper et à satisfaire immédiatement les besoins et les humeurs de l'autre pour éviter le conflit. Donc l'enfant déduit, si l'expression de mes propres besoins éloigne mes protecteurs, la solution, c'est de cesser d'avoir des besoins. Ou du moins de ne plus jamais les montrer. L'enfant se moule aux attentes de l'adulte, devient hyper vigilant aux micro-expressions de ses parents et s'efface complètement. C'est fou parce que l'enfant ne peut pas se dire rationnellement. Mes parents ont des lacunes émotionnelles. Son cerveau n'a pas la maturité pour faire ça. C'est une question de sécurité psychologique de base. Il est infiniment moins angoissant pour un enfant de se dire « je suis mauvais, mes émotions sont défectueuses » que de réaliser que ses protecteurs sont incompétents. Ah, donc en internalisant le blâme, l'enfant garde une sorte d'illusion de contrôle. Exactement. S'il est la source du problème, il peut changer la donne en devenant parfait, silencieux, invisible. L'équation mentale qui se fige, elle est juste dévastatrice. Mes ressentis créent du rejet, donc avoir des émotions est une anomalie. C'est pour ça que la colère n'est presque jamais l'option par défaut pour ces adultes. Oui, parce que la colère, ça demande de se sentir légitime dans son indignation. Ça demande de croire qu'on mérite le respect. Tout à fait. Si on est convaincu au plus profond de soi qu'on n'est qu'une nuisance, on ne se rebelle pas contre l'injustice, on s'excuse de l'avoir provoquée. C'est terrible. Et le drame, c'est que ce mécanisme, qui était super intelligent pour survivre dans l'enfance, ça devient une prison à l'âge adulte. C'est ça. Le logiciel n'a pas été mis à jour, le cerveau opère toujours comme si chaque interaction comportait un risque mortel. Ce qui nous amène vraiment au cœur du problème, le point clé de notre document d'aujourd'hui. L'incapacité douloureuse de s'appuyer sur les autres. Oui, la fameuse culpabilité de demander de l'aide. Voilà. Demander de l'aide ou dépendre de quelqu'un, ça déclenche une culpabilité vertigineuse chez ces profils. Mais pourquoi, au fond? Parce que demander de l'aide, c'est l'antithèse absolue de leur stratégie de survie. Toute leur existence s'est construite sur « je survis parce que je n'ai besoin de rien ni de personne ». Ah, je vois. Donc demander de l'aide, c'est avouer qu'on a en besoin et donc se mettre en danger. C'est rendre visible ce qu'on a passé toute une vie à cacher, oui. Mais là, je dois soulever un paradoxe immense par rapport à ça. L'entraide, le fait de se reposer les uns sur les autres, mais c'est le tissu même de l'humanité. C'est vrai, nous sommes une espèce sociale. On ne peut littéralement pas traverser une semaine sans dépendre des autres. Alors comment accepter cette réalité universelle peut provoquer un court-circuit aussi violent chez eux? C'est un paradoxe seulement si on regarde le monde avec un système nerveux apaisé. Pour comprendre leur réalité, il faut totalement inverser notre perspective. Comment ça? Pour la majorité des gens, un échange de services, ça tisse des liens.
c'est le ciment de nos sociétés. Oui, c'est la base de toute relation saine. On s'aide, on crée de l'affection. Sauf que, pour ces individus, la dépendance n'est jamais vécue comme un échange constructif. Elle est vécue comme une extorsion. Une extorsion. Oui, dans leur réalité neurologique, demander un service, c'est voler le temps ou l'énergie de l'autre. C'est lui infliger un fardeau non consenti. Ah, donc la culpabilité dont on parle, c'est pas juste le fait d'être redevable. Non, pas du tout. Souvent on se dit « je n'aime pas demander d'aide parce que je veux pas avoir de dette ». Mais là, c'est pas une dette de service, c'est une dette d'existence. Une dette d'existence purée. Quand ils demandent de l'aide, ils sentent qu'ils viennent de commettre une agression. L'acte révèle la blessure de l'enfant qui a compris que ses pleurs dérangeaient. Le cerveau s'allume en rouge vif, quoi. Alerte, tu viens d'exprimer un besoin, tu deviens un fardeau, l'autre va te rejeter. Et la boucle pathologique se referme de manière implacable. Demander de l'aide crée la sensation d'être une nuisance. Ce qui génère une culpabilité écrasante. Ce qui déclenche le besoin de s'excuser pour effacer cette faute imaginaire. On observe d'ailleurs des scènes très parlantes au quotidien. Quelqu'un tombe malade, a besoin qu'un ami lui dépose des médicaments et va passer 10 minutes à s'excuser profusément par SMS. Alors que l'ami rend ce service avec grand plaisir en général. Exactement. Et la personne aidante peut même finir par se sentir repoussée par cette avalanche d'excuses, ce qui, ironiquement, crée la distance froide que la personne redoutait au départ. C'est vraiment la prophétie autoréalisatrice du traumatisme en fait. À force de ne pas vouloir peser, on épuise la relation avec des justifications. Et il y a une conséquence relationnelle plus sombre à cette dynamique. La nature a horreur du vide. Une personne qui s'efface laisse un grand vide autour d'elle. Et ce vide va attirer qui ? Des profils dominateurs. Souvent, oui. Des personnalités qui aiment prendre toute la place, parfois de manière très écrasante. Le besoin maladif d'apaiser l'autre est un terrain de jeu idéal pour ceux qui refusent de prendre leurs responsabilités. Donc, si un conflit éclate, la personne qui s'efface va absorber le blâme. Elle va dire c'est ma faute, pardonne-moi, juste pour maintenir la paix. Elle reproduit le schéma de son enfance, exactement. Eh bien, le cheminement qu'on vient de faire ensemble change complètement notre perspective sur ce document source. On est parti d'une situation super banale, quelqu'un qui trébuche ou qui s'excuse à la machine à café. Et en tirant sur ce fil, on a dévoilé l'architecture complexe de la survie infantile. C'est vertigineux. On a traversé les neurosciences, les traumatismes des émotions ignorées, la réponse faune, pour aboutir à cette culpabilité face à l'aide. C'est plus du tout une question de savoir-vivre. Non, c'est une question de droit à l'existence. Comprendre ça nous offre une lentille totalement différente pour décoder nos interactions. On ne peut plus entendre ce pardon automatique de la même manière. C'est une prise de conscience qui force l'empathie, je trouve. Au lieu d'être agacé par un collègue qui s'excuse trop ou de lui lancer « mais arrête de t'excuser tout le temps », ce qui va juste le pousser à s'excuser de s'être excusé d'ailleurs. Ce qui aggrave immédiatement son pic d'anxiété, en effet. Voilà, au lieu de ça, on réalise que derrière ce murmure, il y a l'écho d'un enfant qui a appris que sa survie dépendait de son invisibilité. Quelqu'un qui demande pardon d'occuper de l'espace sur cette planète. Et ça soulève une vraie question pour terminer cette plongée. Quand le simple fait d'exprimer un besoin génère une terreur absolue, comment est-ce qu'on sort de ce labyrinthe ? La tendance naturelle, un peu simpliste, serait de leur dire « affirmez-vous, tapez du poing sur la table ». Mais ça, c'est exiger l'impossible, non ? C'est demander de gravir l'Everest en tongs à un système nerveux câblé sur l'invisibilité. Passer d'un extrême à l'autre n'est pas une guérison, c'est une violence psychologique. C'est une injonction contre-productive, ouais. Le travail de réparation ne réside pas dans des démonstrations de force spectaculaires. Pas du tout. Et si la véritable victoire, l'acte de rébellion le plus puissant pour ces personnes, c'était infiniment plus subtil, pour reprendre l'image de la personne qui marche sur la pointe des pieds. L'objectif n'est peut-être pas de se mettre soudainement à sauter à pieds joints et à hurler. Non, le premier objectif, c'est d'accepter le contact avec le sol. Accepter de poser le talon par terre. Faut-il considérer que le plus grand acte de bravoure, ce n'est pas de renverser la table, mais simplement d'accepter le risque vertigineux de laisser le plancher grincer une fois de temps en temps ? Oser déranger un tout petit peu le monde. Exactement. Avec une demande, une émotion, un besoin. Et d'observer avec stupéfaction que le monde ne s'effondre pas et que les gens restent là. C'est une pensée fascinante à garder en tête la prochaine fois qu'on entend ou qu'on s'apprête à prononcer un pardon de trop.